Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h30 en temps universel, 0h30 à Paris, 23h30 à Bamenda. Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. Bonsoir à toutes et à tous. La présidentielle au Cameroun, 8 candidats en lice dont le président sortant Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans. Scrutin marqué par une forte abstention. Le vote s'est déroulé dans le calme, à l'exception des régions de l'ouest du pays à majorité anglophone. À la une également, fin de la visite des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kinshasa. À l'issue de cette visite de 2 jours, François Delattre, le chef de la délégation onusienne, a rappelé la position du Conseil de sécurité sur la très contestée machine à voter et le refus de la RD Congo d'accepter l'appui logistique de la mission des Nations Unies dans le pays. 8 candidats en lice donc pour le fauteuil de président au Cameroun. Paul Biya, le président sortant, 85 ans, dont 36 au pouvoir, brigue un 7e mandat. Face à lui, 7 candidats, parmi lesquels Joshua Ossi du SDF, l'ancien ministre Maurice Kamto, rejoint par l'avocat Akire Mouna, qui s'est désisté, et enfin Cabral Libi, le Benjamin des candidats. Sérénité et vigilance, tels ont été les maîtres mots de cette journée d'élection. Reportage au lycée bilingue de Bepanda, quartier populaire un peu excentré de Douala. Ce dimanche soir, lors du dépouillement, les électeurs sont venus très nombreux pour surveiller cette étape importante du processus électoral. Karine Franck. Il est 18h00 et le scrutin est clos dans le bureau C. Ici, 195 votants sur 372 inscrits. Pas de tension particulière, mais de l'électricité dans l'air. On vient parce qu'on a voté. Il fallait qu'on voit jusqu'à la fin. Nous redoutons qu'à un moment donné, que la fraude s'installe. Mais au moins, nous avons voulu protéger nos votes au niveau de nos centres. Sitôt les résultats inscrits sur le tableau noir de la salle de classe, chacun vient filmer ou prendre des photos. On les partage immédiatement sur les réseaux sociaux. Pour Stéphane, c'est indéniable, le Cameroun est en train de changer. Les candidats, dans leur façon de faire campagne, les nouvelles technologies aussi ont apporté beaucoup. Il faut dire que le scrutin aussi est mieux organisé. C'est pas la pagaille auquel on a assisté dans les années antérieures. Du coup, les jeunes se sont sentis concernés par cette élection, ce qui n'existait pas auparavant. Ça veut donc dire que désormais les choses au Cameroun vont changer parce que les jeunes ont décidé maintenant de s'intéresser à la chose politique. C'est clair que c'est irréversible et ce sera comme ça. Et toutes les autres élections au Cameroun, la jeunesse va commencer à s'intéresser. Mais beaucoup de jeunes ne sont pas inscrits. Oui, c'est clair que les gens ne se sont pas inscrits. Il y en a qui ont pleuré. Si vous regardez, certains ici pleurent et regrettent. Mais il n'est pas trop tard. La politique, peut-être que c'est un nouveau soleil qui se réveille. 20 heures passées, la cour du lycée s'est vidée. Paul Gann, le président du bureau de vote, s'apprête à quitter les lieux. Vous voyez là, j'ai 2 enveloppes de PV des résultats. Je vais les déposer à l'antenne communale et les CAM. Ils seront ensuite compilés au niveau du département et ensuite à Yaoundé. Maintenant, je prends ma moto et je suis parti. Karine Franck doit la RFI. Et une présidentielle également sous le regard de l'ONG Un Monde à Venir. L'organisation a déployé dans tout le pays pas moins de 1200 observateurs, dont 575 à Douala. Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG, dresse un premier bilan de cette journée de vote en dehors des zones anglophones où le scrutin a été perturbé. Ailleurs, le calme a prévalu, mais quelques points sont à regretter selon lui. Il est au micro de Karine Franck. Globalement, nous pouvons dire que les choses se sont plutôt bien passées depuis cette matinée. Il y a un calme partout, une sérénité aussi sur l'ensemble du territoire national, en dehors des 2 régions en conflit. Rien à voir évidemment avec 2011 où c'était un cafouillage total. Le gros point noir, c'est surtout la confusion devant les bureaux de vote où, d'un côté, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à trouver leur nom et qui se décourageaient et qui partaient. Et de l'autre côté, il y a des gens qui, avec leur récépissé en main, ne pouvaient pas, non pas retrouver leur nom et donc étaient obligés de tourner en rond. Nous ont saisi les personnels de l'ECAM et finalement sont rentrés sans pouvoir accomplir leur devoir de citoyen. Et ça, c'est peut-être ce que nous avons relevé sur l'ensemble du territoire national. On a aussi eu les informations, notamment dans la région de l'Est, où on a interdit à certaines personnes de représenter les partis politiques de l'opposition. Ça, on a eu cette information-là. Et donc, du coup, on avait plusieurs bureaux de vote sans représentants des partis politiques de l'opposition. Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir. Et puis, comme il l'avait annoncé, les séparatistes des zones anglophones ont perturbé le scrutin. Des violences et des tirs ont été signalés dès ce matin dans le nord-ouest. La situation a été un peu plus calme dans le sud-ouest. Mais le convoi du sous-préfet a été attaqué. Les habitants qui n'avaient pas fui ces derniers jours ont préféré rester chez eux toute la journée. Nous avons pu joindre un défenseur des droits de l'homme à Boya qui préfère témoigner de manière anonyme pour des raisons de sécurité. Il répond à Anne Contener.
La première chose que j'ai observée, c'est que la plupart des bureaux de vote ont ouvert après 8 heures. La raison pour ce retard, c'est que le matériel des élections et les différents membres des différents bureaux de vote devraient être transportés par l'armée, par des véhicules de l'armée. Ce qui fait qu'on a dû accuser des retards dans la région du sud-est, dans la zone de Buea. Tous les bureaux de vote qui étaient prévus ont ouvert. Est-ce qu'il y avait du monde dans les bureaux ou est-ce que la plupart des habitants ont eu peur de se déplacer à cause des menaces? La plupart des habitants ont eu peur de se déplacer à cause des menaces. Les bureaux de vote étaient carrément vides. Il n'y avait pas de monde. Est-ce qu'il y a eu des tirs, des violences aujourd'hui? Oui, il y a eu des tirs. Des assaillants ont attaqué le convoi du préfet de Buea, du sous-préfet plutôt de Buea. Il y a eu des violents échanges entre les militaires et les assaillants. On ne connaît pas les détails de cet échange. On ne peut pas dire avec exactitude dans quel état il est. Je sais qu'il est dans un état de choc. Témoignage recueilli par Anne Cantner. Dans l'actualité également au Gabon, le porte-parole de la présidence de la République, Aïk Ngoueni, a annoncé dans une conférence de presse que le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, était quasi certain de remporter les élections législatives et locales de samedi. Il a même pronostiqué un raz-de-marée en faveur du parti d'Ali Bongo Ondimba. Aïk Ngoueni s'est appuyé sur des résultats compilés par le parti au pouvoir. Réagissant à ces affirmations, Franck Ndjambi, membre du bureau politique de l'Union nationale, un des principaux partis de l'opposition gabonaise, a regretté une sortie hasardeuse qui prouve que l'opposition a été face à l'appareil d'État durant ces scrutins. Il se demande pourquoi le centre gabonais des élections ne publie pas les résultats officiels. L'Union nationale soupçonne le pouvoir de vouloir manipuler les résultats. Forte participation législative à Sao Tomé-Principe. Quelques 90 000 électeurs sur 200 000 habitants étaient appelés à désigner leurs 55 députés aux législatives. Les élections les plus importantes de ce régime parlementaire qui ont lieu tous les 4 ans. Ce petit archipel du Golfe de Guinée est considéré comme un modèle d'alternance démocratique en Afrique centrale, région où plusieurs chefs d'État sont au pouvoir depuis des décennies. Direction la RD Congo, où les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont achevé ce dimanche une visite de 2 jours à Kinshasa, déplacement au cours duquel ils ont notamment rencontré Joseph Kabila, les candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain, et Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. À la fin de leur séjour congolais, François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU et chef de la délégation, a rappelé au cours d'une conférence de presse la position du Conseil de sécurité sur la très contestée machine à voter et le refus de la RD Congo d'accepter l'appui logistique de la mission des Nations Unies dans le pays. Nous n'avons rien laissé sous la table, dans la plus grande transparence, pour évoquer avec chacun et chacune des interlocuteurs rencontrés l'ensemble des questions. Donc pour être tout à fait clair, oui, la question des machines à voter a naturellement été évoquée, fait partie de notre menu très riche de thèmes. Et comme vous le savez, nous avons rappelé pour ce qui nous concerne la position du Conseil de sécurité et appelé par le dialogue à trouver les voies d'un consensus le plus large possible, permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes, se déroulant dans un climat apaisé. Encore une fois, nous avons exprimé à plusieurs reprises, et je crois que quasiment tous les membres du Conseil de sécurité se sont exprimés sur ce sujet. Nous avons donc réitéré la disposition de la MONUSCO à répondre à toute demande de soutien logistique à l'organisation des élections qui serait exprimée par la République démocratique du Congo. François Delattre au micro de Patient Ligaudy. Et puis à propos de la machine à voter, un premier lot de près de 20 000 de ces appareils est arrivé à Kinshasa ce dimanche en provenance du port de Matadi. 106 000 machines à voter à répartir entre quelques 80 000 bureaux de vote sont attendus dans le pays pour les élections du 23 décembre. Annoncé par la CENI pour fin juillet, puis entre le 9 et le 12 septembre, la livraison de ces ordinateurs pour voter a pris du retard. Le président de la commission électorale promet que les dernières machines arriveront au port de Matadi d'ici la fin du mois d'octobre. 2 autres bateaux qui doivent livrer du matériel à déployer dans le nord et l'est du pays sont toujours attendus au port de Mombasa au Kenya et au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Il est 22h40 en temps universel. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée.